Nous sommes ravis de partager avec vous une ressource précieuse qui demeure d'actualité. La vidéo de notre atelier Devenir un allié efficace aux communautés autochtones, animée par Aimé Lavoie lors du Congrès annuel des parents 2022. Dans le cadre du projet du renforcement des compétences culturelles autochtones, nous vous encourageons à revisiter cet atelier enrichissant. Cette ressource offre des méthodes et des stratégies pour devenir un allié efficace aux communautés autochtones, soulignant l'importance de la réconciliation, du respect mutuel et de la compréhension mutuelle. C'est dans notre engagement continu à bâtir des communautés scolaires inclusives et accueillantes que cette vidéo prend tout son sens. Elle s'inscrit dans nos efforts constants pour renforcer les capacités culturelles de notre réseau de parents, contribuant ainsi à nos objectifs de vérité, d'illumination, de justice sociale et de réconciliation. Le chemin vers une véritable alliance demande de l'écoute, de l'apprentissage et surtout de l'action. Les principes et les stratégies partagées dans cette vidéo visent à renforcer les ponts de compréhension et de soutien entre les communautés autochtones et non autochtones. Bien que le temps ait passé depuis l'enregistrement de cet atelier, la nécessité de se tenir aux côtés des communautés autochtones avec respect et engagement reste inchangée. C'est une invitation permanente à agir, à évoluer et à grandir ensemble. Donc, si les enjeux des peuples autochtones vous tiennent à cœur et que vous souhaitez vous impliquer, cette ressource est pour vous. Explorez ces méthodes et stratégies pour devenir un allié efficace aux communautés autochtones et contribuer à la création d'environnements scolaires émotionnellement sécuritaires pour tous. Merci pour votre engagement continu. Ensemble, construisons un avenir inclusif et respectueux. Bon visionnement. L'activité de cet après-midi, le webinaire Être un ou une alliée efficace de la communauté autochtone sera d'une durée d'environ 1 heure et demie. À la fin, il y aura une courte période de questions. Vous pourrez aussi participer de manière active à certains moments de la présentation. Pendant cet atelier, nous allons découvrir le programme de renforcement des compétences culturelles autochtones chez PPA afin d'explorer des méthodes et des stratégies pour devenir un ou une alliée efficace de la communauté autochtone. Votre animatrice, Aimée Lavoie, est originaire des territoires traditionnels des nations Anishinaabe, Ojibwe et Cri, où se trouve la ville de Timmins. Dans cette ville du Nord, Aimée Lavoie offre un rapprochement avec la nature à travers sa compagnie Bunchberry Nature's Walks. Avec ses nombreuses années d'expérience dans les domaines des services sociaux, de l'environnement et de l'agriculture, guidée par ses connaissances acquises pendant l'obtention de son baccalauréat spécialisé en études environnementales autochtones de l'Université Trent, Aimée assure ses responsabilités envers la terre où elle vit et en tant que personne établie sur les territoires du traité numéro 9. Alors, bienvenue, Aimée. Merci. Bonjour. Salut. Salut à tous. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour me rejoindre dans cet atelier. C'est un honneur d'être invitée de participer comme conférencière au congrès du PPE. Je vais avouer que je me sens un petit peu nerveuse et excitée aujourd'hui. La plateforme est tout nouveau. D'habitude, je n'engage pas avec ce matériel en français. Ça, c'est un petit peu nouveau pour moi aussi, mais j'espère qu'on va pouvoir avoir de bonnes discussions ensemble aujourd'hui et que je pourrais peut-être partager quelque chose de valeur avec vous dans vos luttes pour les peuples autochtones. Donc, avant de commencer, moi aussi, je vais faire ma propre connaissance de territoire. Est-ce que vous voyez ma présentation? Je ne peux pas le voir sur mon écran. Ah, parfait. Donc, si on pourrait passer à la diapositive de la reconnaissance des territoires. Merci. Donc, je vais vous inviter à prendre quelques instants pour réfléchir sur les territoires traditionnels où que vous vous retrouvez aujourd'hui. Comme que Pierre a mentionné, je me retrouve aujourd'hui sur les rives de la rivière Matagami, dans le nord-est de l'Ontario, dans la ville de Timmins.
qui se retrouve sur les terres ancestrales des nations Cris, Ojibwe, Anishinaabe. C'est aussi le territoire traditionnel de la Première Nation Matagami. Et c'est le territoire du traité numéro 9, qui est un traité contesté. Nous sommes tous visés par les traités et nous avons tous donc des responsabilités les uns envers les autres. Et c'est avec le but d'assumer ces responsabilités que je m'engage avec cet atelier aujourd'hui, mon travail avec le PPE. Donc, merci, Miigwech. Qui suis-je? Prochaine diapositive, merci. Donc, je m'appelle Aimée Lavoie. Je suis une mère. Je suis une femme blanche. Et je suis née, j'ai vécu la plupart de ma vie ici au nord-est de l'Ontario. Et mes ancêtres sont de descendance européenne. La plupart sont d'origine française. En fait, j'ai des ancêtres à travers des recherches généalogiques que ma famille a faites. J'ai des ancêtres sur les deux côtés, soit de ma mère et de mon père, qui sont ici sur l'île du Tortue, aussi connue comme l'Amérique du Nord, depuis les années 1600. Sur la prochaine diapositive, on peut voir deux plaques. Celui à gauche, c'est pour l'ancêtre de ma mère nommé Mathurin Langevin, qui est entré en conflit avec des guerriers Haudenosaunee lors de la colonisation des terres qu'on appelle maintenant Montréal. Et la plaque à droite est en reconnaissance de l'ancêtre de mon père, nommé René de Lavoie, qui est venu coloniser les terres sur la rive du fleuve Saint-Laurent. Cette famille-là, beaucoup des descendants de Monsieur de Lavoie sont rentrés dans l'Église catholique comme prêtres religieuses jusqu'à la génération de mon père. Donc, c'est ça un petit peu l'histoire de ma famille par rapport à la colonisation du Canada. Et je veux aussi vous parler et me présenter en Anishinaabemowin. C'est pas quelque chose que je fais toujours, mais je pensais qu'aujourd'hui, ça serait quelque chose d'important de faire. Donc, si on peut passer à la prochaine. Bonjour, Ani, Chigajigane, Shi, Indigenous Cause, Chichakna Dodam, Tilinzindonji. Donc, mon nom d'esprit, mon nom Anishinaabe, se traduit à mes anges et mon clan, c'est le clan de la grue. Lors de ma vie, j'ai eu l'opportunité de passer à travers les démarches et les protocoles spirituels et culturels à Anishinaabe nécessaires pour venir à connaître ces aspects de moi-même. Et ces informations apportent avec eux des responsabilités que je tiens vraiment à cœur et qui me guident vraiment à travers de ma vie quotidienne et de la façon que j'engage avec ma communauté et le travail que je fais. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà une photo de moi à l'université. Vous pouvez constater que j'étais une personne pas mal hippie. Je le suis toujours. Mais j'étais là sur un cours à l'Université de Trent concernant le design de curriculum du point de vue Anishinaabe pour dans le système scolaire ici en Ontario. Et j'ai pris ce cours avec le docteur Nicole Bell qui travaille avec sa culture pour développer des ressources pour les élèves autochtones et non autochtones. Donc, j'ai choisi cette image pour représenter vraiment un petit peu mon voyage d'apprentissage avec le thème d'allier avec les peuples autochtones. Donc, il y a environ 15 ans, je suis allée à l'Université de Trent en Ojibwe, à Peterborough,
et j'ai passé 4 ans assis aux pieds des aînés, des gardiens du savoir, des personnes qui parlaient des langues autochtones, d'artisans autochtones. Et j'ai passé beaucoup de temps vraiment à écouter et à désapprendre et à réapprendre beaucoup de choses que je pensais que je connaissais dans ma vie à propos de l'histoire du Canada et à propos des cultures autochtones. Lorsque j'étais à l'université, j'ai aussi eu la chance de participer à des cérémonies spirituelles et à des événements culturels avec, comme j'ai dit, beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de connaissances et ils m'ont vraiment fait un beau partage. Ils m'ont donné un gros cadeau qui a complètement changé ma vie. Et ils m'ont rappelé qu'avec ce cadeau vient des responsabilités envers les cultures, envers la terre ici, chez moi, envers le monde plus qu'humain. Et j'ai vraiment pris ça au sérieux. Et je suis revenue après mon université ici au Nord et j'ai commencé à engager avec ces idées, avec mes responsabilités. J'ai travaillé avec des organismes autochtones qui faisaient des recherches environnementales. J'ai aussi travaillé sur des fermes, j'ai fait de l'apiculture. Et durant les derniers 8 à 10 ans, je travaille dans le domaine de la violence faite aux femmes, housing, homelessness, trafic humain, où que j'ai travaillé majoritairement avec des personnes autochtones puisqu'ils sont surreprésentés ici et partout dans les populations qui vivent en pauvreté, avec des addictions, sans-abri, survivants de violence. Et plus récemment, j'ai commencé ma propre entreprise nommée Bunchberry Nature Walks, où que j'offrais des expériences de connexion avec la nature à travers des marches guidées de sylvothérapie ou de thérapie forestière et d'autres méthodes aussi. J'ai continué mon apprentissage tout au long ces derniers 15 ans. J'écoute le plus de personnes autochtones que je peux. Je me sens toujours comme si je suis assis à leurs pieds en train d'écouter, d'apprendre. Et j'essaie d'utiliser ma voix et d'agir comme allié lorsque les opportunités se présentent. Oui, je pense que c'est bien ça. Donc, je voulais prendre beaucoup de temps pour me présenter, pour vraiment orienter pourquoi que m'orienter dans ce travail et dans ce domaine. Parce que je sais que c'est un sujet qui peut être chargé, compliqué, nuancé, mais je voulais être super honnête et ouverte avec vous à propos de ma position. Donc, si on pourrait passer la prochaine. Avant de commencer l'atelier, j'espère qu'on peut tous être d'accord concernant les attentes du déroulement aujourd'hui. Donc, je vais vous encourager de parler pour vous-même et pas de parler pour les autres personnes. J'aimerais vraiment qu'on ait un partage ouvert aujourd'hui, mais que ce soit respectueux aussi. On essaie de ne pas juger les autres. Qu'on pratique la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres participants, et qu'on prend responsabilité pour soi-même. Et ce que je veux dire par cela, c'est que souvent, en discutant de ces thèmes, ça peut soulever des sensations inconfortables. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vais partager une citation d'une organisatrice communautaire Secwepemc, nommée Chris Archie, qui dit quand vous entendez les mots décolonisation, suprématie blanche,
patriarcat ou encore le racisme, ressentez-vous quelque chose? Avez-vous des frissons dans le dos? Commencez-vous à croiser les bras au hasard? Êtes-vous tendu dans tout votre corps ou ressentez-vous simplement le besoin de résister? Mais bon, quand ton corps a froid, il frissonne. Quand il a faim, il grogne. Quand il a peur, il tremble. Et quand il est triste, il pleure. Votre corps est censé réagir, que ce soit physique ou émotionnel. Et il en va de même lorsque vous déconstruisez ce que vous avez appris. Il vous dit que quelque chose est là et que vous devez parcourir et trouver des moyens de le traiter. Donc, si vous ressentez des choses qui sont inconfortables, je vous encourage de pratiquer l'auto-apaisement, de trouver des choses qui vous apportent du confort, qui peuvent vous aider à passer à travers ces moments. Donc, vous pouvez faire des respirations profondes, vous pouvez prendre une couverture, un verre de thé, des huiles essentielles, votre aliment de compagnie, n'importe quoi que vous avez besoin pour vous sentir bien, aussi bien que possible dans le travail qu'on va faire aujourd'hui. Et aussi, je vous encourage juste à prendre soin de votre corps pendant les prochaines heures. Vous pouvez manger, boire, bouger, faire ce que vous avez besoin de faire. Donc, s'il n'y a aucun commentaire ou question sur ceci, on peut passer au contexte. Je veux vraiment qu'on soit tous sur la même page sur la réalité contemporaine des peuples autochtones au Canada aujourd'hui. On va visionner un court vidéo. C'était produit en 2011, mais je crois que ça fait un très bon survol de l'histoire coloniale du Canada et des défis qui font face aux peuples autochtones aujourd'hui. Why don't you people just get over it? Why don't you people just get over it? Why don't you people just get over it? I've heard that for most of my life. Over the course of the next few minutes, We'd like to answer that question. Let's go back to when all of this started. Before the year 1492, Before Columbus sailed the ocean blue, There were complex systems of government, trade, agriculture, and spirituality. on both sides of the ocean. On both sides of the ocean. on the side that we refer to as Turtle Island, what is more commonly referred to as North America, It is estimated that we were as many as 20 million indigenous peoples, the Europeans knew nothing about us. and we knew nothing about them. Then Christopher Columbus got lost. and so it began. And in this new beginning, things weren't so bad. We learned from each other and traded goods that we both needed. we taught Europeans how to survive in the New World. We were guides. We shared our foods. Corn, squash, beans, potatoes. We shared our medicines. We shared the land. We signed peace and friendship treaties. That were about, well, peace and friendship. We fought wars together as allies. Some of us fought with the French, Some of us fought with the British. and after the British were victorious on the plans of Abraham, Things began to change. They wanted to segregate us from the thousands upon thousands of immigrants who were coming to the new colonies. So they started to push us from our traditional territories onto reserves. In the West, we were left with little choice. The Hudson Bay Company killed all the buffalo. We were starved onto the reserve. In Upper and Lower Canada, they wanted to sign more treaties. Not treaties about peace and friendship, but treaties about land ownership and title. that forced us onto the reserve. As time wore on, they kept coming back for more. More land for settlers. More land for mining. More land for forestry. More land for oil. And as time wore on, we continued to resist. So the colonizers switched tactics. Instead of segregation, they tried to assimilate us into their society and culture. They passed laws such as this one in 1857, an act to encourage the gradual civilization of Indian tribes. Or this one in 1869. An act for a gradual enfranchisement of Indians. And then, in 1876,
the most racist piece of legislation of them all, the Indian Act. Duncan Campbell Scott, head of the Department of Indian Affairs, said it all. I want to get rid of the Indian problem. These laws had a tremendous impact on our people. If an Aboriginal woman married a non-Aboriginal man, she lost her identity. If we went to universities, we lost our identities. If we served in the armed forces, we lost our identity. We weren't allowed to perform our ceremonies like the potlatch. Which was our way of sharing our things equally. And then they did the unthinkable. They took away our children. They took away our children. The residential school system was an attempted act of genocide against my people. And still, we resisted. We fought back. And we're still here. Remember when I said they starved us onto reserves? Today, they're trying to starve us off the reserves. They're trying to make life in our communities unbearable. In every measure, Aboriginal peoples fare much worse than other Canadians. We have a shorter life expectancy. We have higher levels of poverty. 1 in 4 Aboriginal children live in poverty. We have higher rates of suicide. We are 4 times more likely to contract tuberculosis. Our diabetes rates are 3 times higher than the national average. 42% of our children lack basic dental care. 116 First Nations communities are currently under boil water advisories. We represent only 2.7% of the adult population in Canada. But 18% of the federal prison population. Our high schools receive $2,000 less per student per year than provincially funded schools. Nearly 600 Aboriginal women have been murdered or have gone missing. In the last 15 years. These are the reasons we can't, we won't just get over it. I am an Indigenous person. I'm an Indigenous person. And I'm a union member. And I'm a union member. And we think it's time to take the next step forward in the relationship between Canada and Aboriginal peoples. It's time for Canada to stop its attempts to assimilate us into the general population. It's time to walk down the path of reconciliation. 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 Please join us. Join the Justice for Aboriginal Peoples campaign. Non. Oui. OK. Donc, voilà, ce film a été produit il y a 10 ans, mais pas grand-chose a changé ici au Canada par rapport à la qualité de vie pour les personnes autochtones. Cependant, sur le plan politique, on a vu de grands événements. Donc, on a vu le mouvement de Idle No More en 2012, la conclusion de la commission La vérité et réconciliation en 2015, le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées en 2019 et plus récemment, la révélation des lieux d'enterrement des victimes enfants des écoles résidentielles. Donc, j'aimerais prendre un instant, vous inviter de faire un check-in avec vous-même pour voir comment vous ressentiez et aussi pour voir s'il y avait des questions, des commentaires, si on voulait avoir une petite discussion par rapport à la vidéo ou si on veut juste continuer avec la présentation. Je pense d'abord qu'on peut passer à la prochaine slide. Donc, avant de parler de comment être une alliée, j'aimerais passer à travers de quelques définitions. Et ces définitions, j'ai tiré de ce pamphlet qui a été préparé par le réseau de la communauté autochtone à Montréal. Je trouve que c'est un pamphlet très accessible, c'est moderne et ça fait un bon point de départ pour le concept d'allié.
je vous encourage tous de le downloader ou de le partager dans vos réseaux. Donc, quelques définitions. Autochtone, il s'agit du terme général qui englobe les Premières Nations, les Métis et les Inuits au Canada. Le terme est utilisé à l'échelle internationale d'origine des pays colonisés. Cependant, si possible, c'est mieux toujours d'indiquer quelle nation, de préciser de quelle nation vient la personne ou les personnes en question. Il se peut, lors de ma présentation, que j'utilise le mot indigène. C'est avec ce mot que je travaille en anglais souvent, mais ça peut être, c'est interchangeable. Les Premières Nations sont les descendants des premiers habitants du Canada et de diverses nations, croyances et langues existent au sein de ce groupe. Prochaine slide. S'il vous plaît, merci. Donc, on a Métis M majuscule et Métis M minuscule. Donc, Métis M majuscule sont un peuple autochtone d'après le contact qui désigne des personnes qui ont des racines à la communauté de la Rivière-Rouge au Manitoba ou autres communautés historiques métisses. Et le mot Métis petit m fait référence aux personnes d'ascendance autochtone mixte. J'ai aussi entendu qu'une personne est définie comme métissée s'il a une descendance autochtone mixte aussi. Inuit et Inuk, les Inuits sont les habitants de l'Arctique canadien. Auparavant, on disait Esquimaux, mais c'est plus correct. On utilise le mot que les Inuits utilisent pour eux-mêmes. Inuit est la forme plurielle et Inuk, c'est la forme singulier. Et colonisatrice. Donc, ce terme est utilisé pour décrire les personnes blanches dont les ancêtres ont immigré au Canada et qui tirent encore profit du colonialisme actuel. Donc, moi, je suis une colonisatrice. Je m'identifie comme colonisatrice, comme personne non invitée sur ces territoires. Ce terme, par exemple, ne s'applique pas aux personnes qui sont les descendants d'esclaves parce qu'ils n'ont pas été apportés ici de leur plein gré. Et la prochaine slide, on peut voir quelques définitions pour alliés. Il y en a beaucoup de définitions d'alliés, mais j'ai pris celui du pamphlet et aussi celui qu'on peut retrouver sur le site web de l'Université Laurentienne, qui dit qu'être un allié, c'est perturber les espaces oppressifs en éduquant les autres sur les réalités et l'histoire des personnes marginalisées. Et plus précisément pour les peuples autochtones, ça peut revêtir plusieurs formes. Le terme allié signifie que vous reconnaissez le privilège que recèlent les cultures des colons et le tient pour acquis. Cela sous-entend également que vous contestez et travaillez à faire tomber les obstacles qui continuent de violer les collectivités autochtones. Être un allié demande de l'action sociale, de la force, du courage, de l'humilité et un réseau de soutien. Mais ce dernier phrase, je trouve, c'est très important. Pour moi, allier, c'est plutôt un verbe qu'un nom. C'est quelque chose qu'on fait et pas quelque chose qu'on est. Et on ne peut pas se donner le badge d'allié. C'est quelque chose que une communauté autochtone, un groupe de personnes doit nous donner. On ne peut pas s'auto-identifier comme allié. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, nous avons vu les mots oppression, marginalisation, racisme dans les slides précédents. Et ces mots parlent d'une inégalité de pouvoir entre deux groupes de personnes. Donc, avant de faire le travail d'allié, je crois que c'est très important de s'orienter par rapport au pouvoir dans notre société. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, on peut utiliser cette roue comme outil pour nous orienter un petit peu par rapport à notre positionnalité avec les pouvoirs. Donc, au centre de la roue, on voit
le mot pouvoir et le cercle autour de ce mot représente les personnes qui ont le pouvoir et le privilège dans notre société par rapport à ces aspects de leur identité. Ceux qui sont en dehors de la roue marquée marginalisation, c'est eux qui sont marginalisés, qui vivent des défis par rapport à ces aspects d'eux-mêmes, qui vont rencontrer des systèmes soit qui ne les servent pas ou qui travaillent en contre d'eux. Et autour du cercle, il y a aussi une liste de processus sociaux de discrimination, d'oppression. Donc, si on peut agrandir la slide, je vous invite tous juste à lire, si vous pouvez le voir, juste de vous trouver là-dedans. Donc, pour moi, je suis une personne blanche, je suis citoyenne, je suis de descendance européenne, de culture occidentale. Je suis éduquée, je parle le français et l'anglais. Donc, je me retrouve avec beaucoup de pouvoir et de privilèges dans notre société et surtout par rapport aux personnes autochtones. Encore, si vous ressentez des sentiments inconfortables, juste payez attention et de vous donner un petit peu d'amour si besoin. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Pourquoi moi? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est moi, une personne tellement privilégiée qui donne cet atelier? Je peux confesser que je ne suis pas certaine si je suis la meilleure personne pour faire ce travail ici. Il y a deux idées que j'ai déjà entendues circuler dans ces discussions. Et le premier dit que les personnes blanches ne devraient pas parler pour les personnes autochtones, ne devraient pas représenter la réalité à d'autres personnes, qu'on ne devrait pas prendre la place ou des emplois qui pourraient être donnés à des personnes autochtones au lieu. Et l'autre idée, c'est que, écoute, les personnes autochtones sont très occupées avec leur propre communauté, leur propre vie, leur propre lutte. C'est pas à eux d'éduquer à leurs oppresseurs de la façon de comment arrêter de les opprimer. Et je comprends les deux côtés, les deux bords. Je me sens inconfortable dans cette position et pour moi, c'est très bien que je me sens comme ceci parce que ça veut dire que je suis consciente de la tension de mon pouvoir et privilège et que je vais essayer de faire ceci de la bonne façon et que ça va être probablement une chance à apprendre quelque chose. J'ai aussi parlé auparavant que je suis du clan de la grue et de ce que j'ai appris, ces personnes qui sont de ce clan, c'est un clan de leadership et une de ses responsabilités dans la communauté, c'est d'agir, c'est de se placer à la périphérie de sa communauté et d'agir comme intermédiaire entre la communauté et les communautés extérieures, de pouvoir écouter les deux côtés et de faciliter des bonnes relations l'un avec l'autre. Donc, je prends ces responsabilités très au sérieux et c'est pour ça que je me lance dans ce travail aujourd'hui et que je partage ma perspective et mes connaissances parce que j'ai pris beaucoup de temps à écouter les deux côtés. Donc, si on peut passer à la prochaine. Quelles sont vos motivations? Donc, j'ai parlé un petit peu de mes motivations dans ce travail. Mais lorsqu'on s'engage dans le travail d'allié, c'est très important de se poser des questions par rapport à ces motivations.
Et c'est important de noter que les personnes autochtones n'ont pas besoin d'aide. On n'est pas là pour les sauver, comme qu'on voit souvent, le white savior complex dans des livres et des films où c'est des personnes blanches qui viennent sauver les personnes marginalisées. Non, les personnes autochtones ont droit à des réparations et à la justice. On les doit cela pour les 500 ans de violence et de génocide et d'injustice qu'ils ont vécu. Donc, des questions à se poser sur les prochaines diapositives. Mon intérêt des cultives du fait que cette cause est un sujet d'intérêt populaire. De plus en plus, on entend parler de ces thèmes ici. Mon intérêt des cultives du fait que cette lutte me permet d'atteindre un objectif de diversité culturelle au sein de mon organisme ou d'augmenter mes chances d'obtenir un financement attribué sur un principe d'inclusion des Autochtones. Il y a beaucoup de fonds qui sont disponibles de ces jours-ci pour faire des projets par rapport à des réparations ou d'essayer de redonner du pouvoir et privilège aux peuples autochtones dans notre société. Est-ce que je fais cela pour nourrir mon ego? Donc, ces mobilisations et ces luttes n'existent pas pour promouvoir nos propres intérêts et ce ne sont pas des activités de loisirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ses motivations? Peut-être dans le chat ou devant la main. OK, je peux pas voir les participants. René? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Ma motivation, c'est que j'ai découvert récemment que je suis d'origine, ma famille a des racines de Métis. Et je savais un petit peu quand j'étais jeune, mais on n'en parlait pas beaucoup parce que comme les Indiens, c'est sale. Et puis, ça m'a fait beaucoup de la peine. Et puis là, on dirait que tout à coup, là, c'est acceptable et puis on peut en parler et tout. Et maintenant, je me trouve vraiment que j'ai plus de temps sur mes mains pour faire des recherches puis des découvertes et puis que ma famille sont plus à l'aise à en parler et à partager avec moi. Merci. C'est tout? OK, donc, comment faire? Dans les prochaines diapositives, j'ai mis quelques-uns de mes idées. C'est pas des règlements, je dis pas que c'est pas la bonne façon de faire les choses. Mais c'est des idées, je suis ouverte à du feedback, on peut avoir des discussions. Prenez ce qui fonctionne pour vous et laissez le reste. Je peux dire que je n'ai pas toujours été une bonne alliée dans ma vie. Lorsque j'étais jeune, je m'identifiais comme une personne métissée. Après avoir fait des recherches et en réfléchissant sur mon expérience, mes privilèges comme personne blanche, j'ai laissé tomber cette identité. Il y a des instances où que j'ai partagé des connaissances culturelles que je n'avais pas le droit de faire. Je me suis mis le pied dans la bouche à plusieurs reprises. Ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je continue à apprendre, j'essaie toujours de faire mieux la prochaine fois. Mais pour moi, c'est vraiment un travail de vie continu. Donc, j'ai créé une roue. Les roues de médecine sont des outils anciens utilisés par les peuples autochtones pour explorer des concepts, pour encadrer des informations, des connaissances. Et moi,
une partie de ma décolonisation, c'est d'essayer de penser plus en termes de cercle et de cycle et de roue. Donc, j'essaie vraiment d'utiliser ce concept le plus que possible. Donc, cette roue ici va tourner dans le sens de l'horloge. Et puisque c'est un cercle, on peut vraiment rentrer à n'importe quel point. Mais pour notre discussion aujourd'hui, on va commencer par écouter et apprendre. Donc, une bonne place pour commencer, c'est vraiment de s'informer le plus que possible sur toutes sortes de choses, sur n'importe quoi. Si on peut passer à la slide pour écouter et apprendre, s'il vous plaît, merci. Donc, s'informer sur l'histoire, les traités, les enjeux. Et garder en tête que l'histoire qu'on a apprise jusqu'à date n'est pas une histoire complète et même pas une histoire véritable, parfois. C'est important de vraiment chercher des voix et des sources autochtones pour avoir d'autres perspectives et pour connaître leur réalité. Il y a toutes sortes de campagnes autochtones, des campagnes de land back, autodétermination. C'est important aussi de connaître sa propre culture et son histoire familiale, comme l'a mentionné René, et de décoloniser. C'est vraiment nous autres, on parle souvent de la décolonisation comme si c'est quelque chose que les personnes autochtones ont besoin de faire. Mais c'est vraiment nous autres, qui ont été, nos ancêtres ont été colonisés. Si tu es une personne blanche qui a des ancêtres européens, ben nous autres, on vient de peuples qui étaient indigènes de leur propre terre, qui avaient une connexion à la nature, que leur culture venait de la terre là. Et ces peuples-là ont été colonisés en Europe et les colonisateurs sont venus ici et ont imposé leur mode de pensée et d'agir sur les terres ici. Et c'est nous qui ont besoin de désapprendre cette façon de penser, de faire des choses. Il y a tellement de ressources qui existent. J'en ai noté une couple sur la prochaine diapositive, mais ça peut vraiment être comme trop parfois. Parfois, on ne sait pas où commencer. Mais je vous suggère de commencer par quelque chose qui vous touche personnellement ou quelque chose qui vous intéresse. Même si c'est juste d'aller sur ResTalk, c'est le côté de TikTok autochtone. Il y a toutes sortes de créateurs de contenu là, qui partagent de leur culture, de leur lutte, qui se célèbrent. Ouais, c'est vraiment à vous de décider jusqu'à quel point que vous voulez aller avec ceci, avec ce travail ici. Mais encore, je vous encourage surtout de trouver des sources autochtones. Et on peut parler un peu à la fin s'il y a des personnes qui sont intéressées sur comment trouver de bonnes sources autochtones, des sources plus peut-être fiables que d'autres. Et la prochaine partie de la roue, j'ai nommé réfléchir. Donc, on apprend des choses, on lit des choses, on consomme des médias et c'est là qu'on commence à se poser des questions et à réfléchir, soit de façon intérieure, on peut faire de la méditation, on peut écrire dans un agenda ou on peut faire de la réflexion collective avec nos amis, nos collègues, notre famille. Et après ça, on passe à l'étape d'engagement, confrontation. Donc, c'est là qu'on commence peut-être à réaliser des choses qui sont peut-être inconfortables. Donc, on commence à faire le travail de désapprendre et de réapprendre des choses. Peut-être qu'on fait du counseling, peut-être qu'on engage avec ces thèmes de façon plus concrète. Et de façon externe, on peut confronter des personnes, des situations, on peut avoir des discussions ou peut-être commencer à faire un plan d'action pour comment agir en temps d'allié.
Il se peut qu'on arrête à ce point-ci dans la roue et qu'on passe pas à l'action ou qu'on retourne aux étapes précédentes de réflexion ou d'apprendre davantage. Mais si on décide de passer à l'action, c'est conseillé de prendre du temps vraiment pour réfléchir encore sur nos motivations, pour faire certain qu'on ne fait pas ce travail pour nous servir, mais que c'est vraiment pour servir les communautés autochtones. Et il y a plusieurs façons d'agir comme alliés. On peut s'engager au niveau politique en contactant nos représentants, on peut voter, signer des pétitions, participer à des manifestations politiques. On peut céder le micro. Souvent, nous autres, on a des plateformes, comme moi ici. Si on a la chance, on peut passer la parole à quelqu'un avec une expérience vécue comme personne autochtone. Appuyer les organismes qui desservent les personnes Premières Nations, Métis Inuits, amplifier les voix des personnes PNMI, encore utiliser nos plateformes pour répéter les messages qui viennent des communautés autochtones et de toujours reconnaître d'où vient le message, de mettre le nom de la personne ou de la communauté. Et de lutter pour des compensations justes pour les peuples autochtones. On a parlé de se servir de son privilège et de son pouvoir. Donc, si tu es une personne qui est privilégiée financièrement, tu peux donner des fonds, souvent des campagnes, des prélèvements de fonds qui se font pour des luttes autochtones. Si tu es une personne éduquée, si tu as des habiletés spécifiques ou des contacts dans ton domaine, tu peux faire du bénévolat en partageant tes connaissances et tes habiletés ou mettre des personnes en contact avec d'autres ou revendiquer. Surtout, on peut partager, discuter avec les autres personnes, faire de la sensibilisation, surtout si tu es une personne peut-être dans ton lieu de travail qui est une personne très respectée. Tu peux utiliser ta voix de cette façon-là. Et j'ai marqué au bas de participer à des manifestations, des blocages, des occupations, des formes de résistance et d'action directe. Encore, je partage le message que j'entends et que j'ai entendu des communautés autochtones. Je vous encourage pas à faire des choses illégales. C'est certainement pas le PPE qui vous encourage de faire cela. Mais il faut reconnaître que les nations autochtones, pour eux, ils ont des responsabilités sacrées de protéger leur terre ancestrale, de protéger leur mode de vie. Oui, ils travaillent dans le système judiciaire, légal, ils font toutes les démarches pour peut-être soit résister à le développement de ressources naturelles sur leur terre, des choses de même. Mais parfois, il faut qu'ils fassent des choses comme des actions directes, comme des blocades, pour vraiment vivre leur responsabilité à leur culture. Et ils font souvent des call-outs pour des gens à venir les appuyer, de mettre leur corps là aussi. Pour attirer comme de l'attention des médias, mais aussi parce que les personnes, nous autres, comme les personnes blanches, non autochtones, on a moins de chances d'aller en prison, de faire face à des amendes, de vivre la violence aux mains de la police ou des forces armées, juste à cause de la couleur de notre peau et de notre privilège et notre pouvoir. C'est une façon qu'on peut vraiment l'utiliser. Encore, ce sont juste des suggestions et c'est à vous de décider jusqu'à quel point que vous voulez participer dans les luttes et comme alliés.
J'ai noté aussi autres gestes qu'on peut prendre. Donc, aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. On peut commencer à se connecter avec la Terre, avec le monde plus qu'humain. De devenir plus connecté à notre place dans le monde naturel. Ça peut nous aider à sympathiser avec les cultures autochtones, de soutenir nos systèmes de vie, d'être plus voulante de les protéger. Et ça peut nous aligner avec les valeurs qui mènent à la défense du monde plus qu'humain et du monde humain aussi. Utiliser nos propres dons, talents, passions. Écoute, on a tous des dons ou des choses qui nous bougent, qui nous fait vivre. Si tu es une personne artistique, ben fais de l'art qui peut aider les peuples autochtones dans leur lutte. Si on travaille chacun dans notre propre petit coin, ça peut vraiment apporter un gros changement dans toutes les parties de la société. Et si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas être plus voulante de continuer de le faire. Engager de façon spirituelle, l'esprit, le monde spirituel, c'est quelque chose de très réel et valorisé dans les cultures autochtones. Il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas prier sur ces thèmes, que tu peux apprendre comment prier de la façon des premières personnes des territoires chez vous. Et on peut aussi commencer à travailler dans nos sites religieux et spirituels pour faire la décolonisation là-dedans ou travailler pour faire des réparations. On peut apprendre une langue autochtone. Moi, j'ai pris 4 ans d'Anishinaabemowin à l'université. Je continue à apprendre petit peu à petit peu la langue. C'est la langue des terres ici où que je suis et capturée dans la langue. Il y a en masse d'informations sur comment fonctionnent les éléments naturels de ces terres ici, mais aussi les valeurs et les connaissances et la façon de voir le monde du peuple Anishinaabe ici. Et pour moi, ça m'a fait un meilleur allié. Et imaginer un monde meilleur. Pour moi, je trouve qu'il y a une grosse pénurie d'imagination collective dans notre société pour le futur, pour un avenir différent. Si on regarde nos films, nos livres, on voit toujours des scènes d'apocalypse. Comme on peut pas imaginer autre façon d'être. Et moi, j'adore la science-fiction et les livres des mondes post-apocalyptiques. Je sais pas pourquoi, mais je dévore ça. Mais quelqu'un a noté récemment que pour les nations autochtones de l'île du Tortue, l'apocalypse est déjà arrivé. Pour eux, leurs nombres ont été décimés, leur mode de vie a été complètement changé. Il y a eu tellement comme le pire qui aurait pu passer, c'est déjà passé. Ils vivent déjà dans un monde post-apocalyptique. Donc, comment devenir plus optimiste et de commencer de rêver ensemble, de visionner pour un monde meilleur. Sinon, comment est-ce qu'on va savoir envers quoi travailler? Y a-t-il d'autres idées? Y a-t-il quelque chose qui est venu en tête? Quelque chose que vous voulez partager? Quelque chose que vous faites déjà, vous avez déjà vu? Nancy? Merci beaucoup. Bon, moi, je suis une personne blanche et ma descendance est européenne aussi. Et un peu comme toi, c'est lors de la colonisation dans les années 1600, dans le début des années 1600, j'ai aussi des descendances sur 3 branches sur 4 de grands-parents au niveau Première Nation, donc Anishinaabe, Clan Beau Soleil, Cri.
Et quelque chose qu'on a fait avec mon travail, c'est il y a une chose qui existe, c'est Water for All, qui est une réalité pour les Premières Nations. Et on a été capable de travailler avec la Première Nation à Pikangikum, puis on a été capable de fournir de l'eau potable pour ces communautés-là. Donc, c'est quelque chose qu'on fait à travers notre travail. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'efforts quand tu regardes une personne, mais si tu es une grosse gang à participer à ce moment-là, ça fait ça donne un plus grand effet. Donc, ça, c'est un petit geste. Puis, j'essaie de me connecter à mes racines. J'essaie d'en apprendre le plus. Question, c'est est-ce qu'il y a des moyens de s'assurer qu'on ne donne pas de la fausse information? Parce que, regarde, il y a beaucoup de gens qui, quand je parle, c'est surtout, bon, s'ils payaient juste des taxes, il n'y aurait pas de problème. S'ils faisaient comme le reste du monde, il n'y aurait pas de problème. Puis moi, ça me frustre d'entendre ça, mais comment je fais pour donner de l'information puis que je sache que qu'est-ce que je dis, c'est vrai? Merci beaucoup de ta question, Nancy. Bonne question, excellente question. Oui, pour faire certain qu'on ne donne pas la fausse information, on peut chercher des sources fiables. Je veux dire fiables. Je veux pas dire authentique, parce que authentique, pour moi, c'est problématique. C'est pas à nous autres de décider si quelque chose autochtone est authentique ou non. Et aussi authentique apporte l'idée que les cultures autochtones étaient comme fixes dans un moment dans le passé et qu'ils n'évoluaient pas, mais c'est vraiment pas le cas. Mais des sources, des bonnes sources, tu peux toujours regarder des sources qui viennent du gouvernement ou des universités, mais il faut garder en tête que ce sont des structures coloniales. Il y a beaucoup d'académiques autochtones qui publient leurs propres recherches ou des organismes académiques autochtones qui ont leur propre site web ou ressources qu'on peut utiliser. Si on cherche des voix autochtones, des choses qu'on peut garder en tête, des comme green flags, red flags, on veut essayer de s'assurer que la personne, parce que je pense que je vois dans le chat que quelqu'un dit il existe 5 organisations nationales autochtones. Il y a des comme les Assembly of First Nations. Ça, c'est une organisation autochtone, mais ça représente les Band Council de chaque Première Nation. Puis ça, c'est aussi une structure coloniale qui a été imposée sur les communautés Premières Nations. Donc, il faut faire attention aussi qu'est-ce qu'on prend de leur message. Mais on veut checker que la personne s'identifie comme étant membre d'une communauté spécifique ou que les personnes ou les sources disent d'où ils ont appris ces connaissances, ils viennent de quelle personne ou quelle personne les a donné permission de partager ces connaissances. Là, faut faire attention avec les personnes qui utilisent des mots pas mal new, peut dire new age, des choses qui viennent d'autres cultures comme les cristaux, des choses de même, ou qui s'appellent des mots comme chaman. C'est pas quelque chose qui vient des nations ici. Il y a un beau site web qui s'appelle New Age Frauds and Plastic Shamans. Je pense que c'est newagefraud.org.
So, si jamais tu trouves un livre ou tu rencontres quelqu'un qui se dit comme gardien de savoir, tu peux aller là, tu peux rentrer leur nom et faire une recherche dans une base de données. C'est comme un message board, une place où que les personnes des communautés autochtones viennent pour partager s'il y a des personnes qui sont pas authentiques, qui approprient des identités autochtones à des buts lucratifs ou pour le pouvoir, ou je sais pas pourquoi ils font cela, mais ça m'a vraiment aidé parfois à me guider dans mes relations avec certaines personnes dans la communauté. Et pour des ressources que je voulais me fier. Joël? Ben, à vrai dire, c'est pas pour répondre à cette question-là. C'était celle que vous aviez posée avant. Ben, c'est pas vraiment non plus une question. C'est que moi, je suis une personne à la peau brune. Ça fait que là, on voit pas ma face, là. Ça fait que il y a beaucoup de choses que vous expliquez, que c'est sûr et certain que j'aime beaucoup plus m'identifier au calvaire des personnes autochtones. Alors, j'ai essayé par la roue de voir où est-ce que je pouvais me positionner par rapport au fait que je suis née au Québec, puis plein de trucs comme ça, pour être en mesure de savoir beaucoup plus comment pas me comporter, parce que moi aussi, je dirais que quand certaines personnes vont penser trouver des solutions pour des personnes de ma couleur, ils pensent qu'ils font quelque chose de sérieux alors que c'est comme leur avait comme rien demandé. Alors, c'est pour ça que j'essayais de voir par rapport à la roue où ce que je me situe pour être en mesure, de me respecter plus facilement aussi, qui de surcroît va permettre que je puisse respecter toutes les autres personnes autour de moi. Parce que comme qu'on dit, ça, c'est vraiment un résiduel de la colonisation. C'est comme là, maintenant, il faut défaire plein de mentalités, il faut défaire beaucoup de choses. C'est un travail individuel, autant qu'il est collectif, mais il est vraiment individuel qu'on se retrouve tout seul. Avec la roue, là, j'ai essayé de voir par rapport à ce que vous avez dit tantôt, puis je ne sais pas si on peut la trouver sur Internet. La roue du pouvoir? Ben, pas la deuxième, la plus grosse, là, pleine de couleurs, où à un moment donné, vous avez demandé où est-ce que vous vous situez. Moi, j'ai mes lunettes, mais je ne voyais pas grand-chose. J'avais mis le lien à côté de la roue. Pardon, je n'ai pas compris, je m'excuse. Excuse, j'avais mis le lien dans une petite boîte de texte à côté de la roue. Je ne sais pas si les personnes techniques peuvent le mettre dans le chat. OK, parfait. Pour nous, s'il vous plaît. Oui, celui-là. Le lien est en bas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou non. Mais si quelqu'un peut le copier. OK, je vais. Vous dites que le lien est en bas. Je ne vois rien, je m'excuse. C'est pas très clair. Je viens de dire que le lien va être mis dans le chat. Ah, super. OK. Puis, parce que je trouve qu'elle est très intéressante par rapport, moi personnellement, avant de répondre à une question, on dirait que là, j'ai vraiment beaucoup plus envie d'aller me situer sur la roue. Vous comprenez? Parce qu'avec tout ce que vous venez de dire, la façon dont vous vous placez vous-même, puis en plus, vous êtes métisse, c'est très impressionnant de voir le travail qu'il faut qu'on fasse sur soi-même quand on veut vraiment être en mesure de se permettre de dire le mot réconciliation et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de réponse et ça me tente d'avoir la roue. Merci beaucoup pour tout ce que vous apportez comme richesse. Moi, je suis très heureuse de vous écouter. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Donc, on est rendu où avec le temps? On est-tu dans la période de questions? On est encore dans la période de questions. Est-ce qu'on pourrait passer... Est-ce que vous me permettez de passer vitement juste de parler vitement de comment assumer notre responsabilité lorsqu'on fait des erreurs dans ce travail?
on peut juste passer directement à la slide qui dit ce qu'on peut dire. Donc, on va sûrement faire des erreurs dans ce travail. C'est vraiment un apprentissage à long terme. Et il faut être conscient de comment on va réagir dans les instances ou que peut-être quelqu'un va nous dire qu'on a fait des erreurs, on a fait quelque chose de possible ou qu'on a vraiment raté la cible avec notre geste. Donc, on ne veut pas faire plus de tort par la suite. On veut vraiment continuer d'une bonne façon. Donc, voici quelque chose qu'on peut dire. Je t'entends, je m'excuse et je ferai mieux. Merci de m'avoir éduqué. On peut les demander pour des ressources, mais là, on les demande de faire un travail émotionnel, intellectuel. Donc, ça dépend de ta relation avec la personne ou le groupe avant de demander pour d'autres ressources. Sur la prochaine diapositive, j'ai noté quelque chose qu'on peut faire. Encore, on peut se reculer un petit peu et prendre du temps de réfléchir, de consulter des ressources. Si les personnes qu'on a blessées demandent qu'on fait des choses, qu'on le fait de façon assez rapide, de façon ouverte et honnête, transparente, et qu'on tente de réparer le mal, si possible, de corriger nos erreurs, peut-être de s'excuser de façon publique et de faire des réparations matériaux. Donc ça pourrait être de retourner des objets culturels ou à faire des réparations financières si nécessaire aussi, si c'est ça qu'ils demandent. Et surtout de faire mieux la prochaine fois. C'est ça, on veut vraiment bâtir des relations. C'est ça qu'on essaie de faire avec les réconciliations. C'est de bâtir des bonnes relations et pour que les personnes autochtones aient confiance en nous comme personnes non autochtones. Il faut prendre responsabilité pour nos actions et de démontrer qu'on peut apprendre de nos erreurs et qu'on veut vraiment faire ce travail de bonne façon. On peut passer à la prochaine slide et on peut vraiment... je veux juste vous laisser avec quelques choses à ne pas oublier. Et la dernière slide, c'est une citation qui vient du pamphlet qui dit « Être un allié, c'est une façon d'être et de faire. Cela signifie que l'introspection, l'écoute de ses motivations et le debriefing avec les membres de la communauté sont un processus continu, que c'est vraiment une façon de vivre. »